France Info. On poursuit, on examine, on écoute les réactions après cette lettre aux Français publiée ce soir par Emmanuel Macron, que vous retrouverez demain dans vos journaux nationaux quotidiens, sur les sites d'information comme celui de France Info. Bonsoir Jean-Christophe Lagarde. Bonsoir. Président de l'UDI, député de Seine-Saint-Denis. À la lecture de cette lettre de 5 pages, êtes-vous toujours ce soir un soutien vigilant d'Emmanuel Macron ? Écoutez, ça fait longtemps qu'on espérait en Emmanuel Macron et que, n'ayant jamais rien voulu écouter de ce que nous disions, notamment lorsqu'on expliquait que la CSG était injuste puisqu'elle montait une génération contre l'autre, lorsqu'on disait qu'il oubliait les territoires, l'expression de soutien vigilant, elle est vraiment dépassée. Mais moi, je ne veux pas jouer aux opposants systématiques, aux opposants d'État. Je vois que la règle, c'est que tous ceux qui ne sont pas dans la majorité d'Emmanuel Macron, comme c'est mon cas, tous ceux qui sont dans son opposition, disent que cette lettre est nulle. Je l'ai lue, je la trouve trop longue et je crains que beaucoup de Français ne la lisent pas, mais l'exercice est plutôt réussi. Mais le problème n'est pas tellement dans le style ou dans les questions qu'il pose. Vous savez, Emmanuel Macron, pour se faire élire président de la République, il avait lancé une campagne à travers ce qu'il appelait la Grande Marche. C'est comme ça qu'on parle des marcheurs, qui devaient aller taper aux portes et demander l'avis des Français. Et puis ensuite, ils ont fait un projet. Je pense franchement qu'ils n'ont jamais tenu compte de l'avis des Français qu'ils avaient rencontrés. C'est quand même pas les Français, quand on allait taper dans telle ou telle cité, dans tel ou tel village, qui leur ont dit qu'il fallait augmenter la CSG. Bon. Et donc la question, elle n'est pas tellement dans l'exercice, dans la lettre, mais dans l'utilisation qui en sera faite. Pour dire les choses concrètement, si c'est juste pour faire semblant, comme ça a été le cas pendant l'élection présidentielle et après, c'est pas vraiment nécessaire. Mais moi, je veux qu'on joue le jeu. Pour dire les choses concrètement, pendant 1 an et demi, nous avons essayé de nous faire entendre du chef de l'État, qu'il comprenne les erreurs qui étaient les siennes. Et c'est pas au moment où il dit « je voudrais vous entendre » que nous, on va refuser de débattre. Donc c'est un débat dans lequel il faut s'engager, sans naïveté, mais avec l'espoir que le président de la République est encore capable de changer. Il n'y a pas de questions interdites, écrit le chef de l'État. Quelles sont les propositions intangibles pour vous ? Là aussi, d'abord, c'est pas moi qui déciderai des décisions intangibles, des propositions intangibles. Moi, je dis simplement une chose, c'est quand j'ai entendu Benjamin Griveaux, le porte-parole de son gouvernement, dire que tel sujet ne pouvait pas être abordé, tel sujet ne pouvait pas être abordé, très franchement, c'était se moquer du monde. On ne réunit pas les Français pour leur dire, voilà ce dont vous avez le droit de parler et ce dont vous n'aurez pas le droit. Et donc le président de la République, il prend acte du fait que s'il lance un débat, tous les Français pourront en parler. Mais là encore, la question sera, quelle conclusion il en tirera. Et est-ce qu'il reviendra à sa pratique du pouvoir, une pratique totalement personnelle, verticale, autoritaire, alors même que sa campagne avait été bâtie sur la participation, sur le fait que tout le monde pouvait avoir droit à la parole, alors même que lorsqu'il était au Louvre, le soir de son élection, il disait « J'écouterai ceux qui n'ont pas voté pour moi au premier tour, mais qui l'ont fait au second tour », ce qu'il n'a jamais fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles on se trouve dans cette situation. C'est-à-dire que, en clair, la question c'est, bien sûr, à cause de la crise, le président de la République est obligé d'ouvrir cette discussion, ce débat, engageons-nous-y, essayons de lui faire entendre et comprendre quelque chose, puisque de toute façon, il est encore là pour 3 ans. Mais la question, c'est est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il va se montrer capable d'entendre, de comprendre et d'apprendre la vie des Français. Je vous écoute bien, Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI. Vous n'y croyez franchement pas à cette proposition du chef de l'État ? Là, il n'y a pas de proposition. C'est d'ailleurs même ce qui serait le plus troublant, c'est que finalement, il ne peut plus prendre une proposition. Vous savez, moi j'ai été maire pendant 17 ans pratiquement. Quand je me tournais vers mes concitoyens pour ouvrir un débat, je venais avec un projet, et ce projet, j'acceptais de le modifier. Là, le président de la République, qui a été élu sur un projet qui vient de se fracasser sur la révolte de nombreux Français, il revient sans projet en disant « quel est le vôtre ?» Bon. Eh bien, écoutez, profitons-en pour essayer de poser un certain nombre de sujets. Moi, je crois que nous avons besoin de reconstruire un pacte républicain. Un pacte républicain, économique et social d'abord, qui permette à chacun d'avoir sa place, d'avoir une chance de faire progresser ses enfants, de faire en sorte que quand on travaille ou quand on a travaillé, on puisse s'en sortir. Et puis, on a besoin aussi de reconstruire un pacte démocratique, où le système de la Ve République, où finalement un homme seul, qu'on élit tous les 5 ans et à qui on coupe la tête tous les 5 ans, décide de tout pendant 5 ans sans que plus personne n'ait rien à dire. Ni les parlementaires, ni les corps intermédiaires. Et Dieu sait qu'Emmanuel Macron a poussé ce système à l'excès. Ni les citoyens ne peuvent intervenir. Et finalement, il faudra bien qu'à un moment donné,
à la fois le Parlement reprenne du poids, pour qu'il n'y ait pas un homme seul qu'on ne rencontre jamais, mais un ensemble de parlementaires que les citoyens, eux, peuvent rencontrer, qui puissent arrêter le pouvoir quand il s'égare. Il faut qu'il y Deuxième ait chose, aussi des forces d'opposition qui se rassemblent autour, par exemple, de votre pacte républicain démocratique. mais je souhaite que ce pacte républicain démocratique puisse rassembler non seulement l'opposition, mais la majorité, non plus une majorité de godillots, s'il se secoue un peu, mais de faire en sorte que c'est ça le rôle de l'Assemblée nationale, c'est ça le rôle du Sénat, qu'on puisse entendre les Français. Vous savez, dans les questions qu'ils posent, il faut réduire... faut-il réduire le nombre de parlementaires? Alors c'est très populaire, très démago. Évidemment, j'imagine que 80% des gens qui m'écoutent vont dire qu'il faut le faire. Enfin, je voudrais rappeler une chose à tous ces gens qui nous écoutent. Vous ne rencontrerez probablement jamais le président de la République. Et si jamais vous le rencontrez, ce sera quelques secondes au détour d'une séance de poignée de main. Alors que votre parlementaire, vous avez une chance de le rencontrer, et lui, il a la capacité d'interpeller le président de la République, d'interpeller le Premier ministre. Moins il y aura de parlementaires, moins vous pourrez les rencontrer, moins vous pourrez interpeller le pouvoir. Il faut à un moment donné qu'on rééquilibre les pouvoirs. Le pouvoir du président de la République, qui est l'homme le plus puissant de tous les chefs d'État occidentaux, qui concentre le plus de pouvoir, avec le moins de contre-pouvoir en face de lui, c'est un système qui ne marche pas, puisque nous sommes le pays qui s'est le moins réformé, et où, au bout du compte, on finit par ne plus avoir que la rue comme solution quand le chef d'État se trompe. Et puis, il faut aussi inventer des mécanismes qui permettent aux citoyens, entre deux élections présidentielles, législatives, municipales, de pouvoir intervenir dans le débat public de façon construite, de façon sereine, de façon pacifique. C'est pas parce qu'il y a des élus qui le sont pendant 5 ans et qu'on juge au bout de 5 ans. Entre les deux, les citoyens ne doivent pas pouvoir soulever de nouveaux sujets, s'opposer à de mauvaises décisions. Et ça nécessite peut-être et sans doute le référendum d'initiative citoyen, mais pas que, pas seulement. On doit donner la capacité d'une démocratie qui soit plus vivante, plus dynamique, où on ne fait pas seulement qu'élire et juger. Il faudra continuer parce que la démocratie représentative est indispensable, mais il faudra aussi permettre une démocratie interventionniste, si j'ose dire, de la part des citoyens, sans manifestation, sans casse, sans violence, pas dans la rue, mais dans le débat. Merci à vous, Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, député de Seine-Saint-Denis, d'être intervenu ce soir sur l'antenne de France Info.